Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, il est 18h01. Bienvenue, nous sommes en direct sur Radio M, c'est le Café Presse Politique. Bienvenue à nos invités. Bonsoir Hassan Mouali, directeur du Temps d'Algérie. Bonsoir Ihsan Qadi. Bonsoir. Amani Grachen, bonsoir. Bonsoir. Akram Khalif, bonsoir. On commence évidemment par la traditionnelle question avec laquelle on débute le CPP, l'image qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Akram. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Il semble que la Tunisie s'achemine vers l'interdiction d'importation pour 660 ou 670 produits jugés non nécessaires, parmi lesquels on trouve la banane, le préservatif, les fromages, etc. Ça ressemble étrangement à un pays qu'on connaît bien. Et qui a dit que les pays ne pouvaient pas s'inspirer de l'Algérie, de l'expérience algérienne. Pour les préservatifs, j'ai pas vu que c'était sur la ligne des nomenclatures interdites. Si. En Algérie ? Non. Non, je parle de la Tunisie. Oui. En Algérie, c'est pas le cas. Donc. Hamani Grachen, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? L'image qui m'a marqué cette semaine, c'est ce qui se passe en Espagne avec le référendum pour l'autodétermination de la Catalogne et la réaction de l'État central espagnol, de Madrid. En fait, ça met en danger l'Espagne, qu'il y a un retour des atavismes anciens qui risque de mettre l'Espagne en danger, en guerre civile. Voilà. Et le chef du gouvernement catalan, Puigdemont, a renoncé aujourd'hui à se prononcer devant le Sénat espagnol à Madrid alors qu'il avait dit qu'il allait le faire. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Ihsan Qadi ? Le rassemblement de 16 éditeurs de presse électronique, ici d'ailleurs, chez nous à Interface Média, pour lancer la prochaine association des médias électroniques en Algérie. On a franchi un grand pas, on a de nouvelles recrues qui sont en train de nous rejoindre et je pense que bientôt on pourra parler de la même voix. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Hassan Mouali ? Votre première image de la semaine et certainement pas la dernière. C'est une image, je crois que c'est un peu loin, jeudi dernier, donc les saillies d'Abdelkader Messaï, le ministre des Affaires étrangères à propos du Maroc, lors de l'université d'été du FCE, il a tenu des paroles un petit peu diplomatiques, donc voilà, c'est la première fois que j'entends un responsable algérien parler comme ça. Deuxième image, peut-être c'est l'élimination de l'USMA, ça m'est resté au travers de la gauche, demi-finale Champions League, et puis le match OM-PSG qui s'est terminé sur un score de parité. Voilà un peu ce que je retiens de cette semaine. Et nous avons des auditeurs fidèles qui commencent déjà à réagir, Ihsan, et qui nous disent la banane et le préservatif, quelle association. Donc voilà, nous avons des auditeurs qui sont... J'ai oublié de dire que l'association que l'on est en train de fonder, quand même, est née autour de la censure de TSA qui se poursuit au jour d'aujourd'hui. D'accord, alors on commence cette première partie du CPP par évidemment l'actualité qui nous a tous marqués cette semaine. C'est les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messaï, à l'université du FCE, où il a déclaré, sans citer bien sûr beaucoup de choses, il a dit que le Maroc était un pays qui trafiquait de la drogue, que ce n'était rien dans le doing business, que Royal Air Maroc transportait autre chose que les passagers, réaction violente au Maroc, qui rappelle son ambassadeur à Alger, qui demande des explications au chargé d'affaires d'Algérie à Rabat. Et Ihsan Qadi, vous avez décidé de donner un nom à cette première partie. Quelle mouche a piqué Messaï ? Est-ce qu'une mouche l'a piqué ou est-ce que c'était prémédité tout ça, selon vous ? Abdelkader Messaï nous a habitués à la langue de bois. Moi, j'ai spontanément écrit dans la soirée où j'ai écrit un tweet directement adressé au ministre des Affaires étrangères où je lui disais que j'ai passé beaucoup de temps à chercher une phrase intelligente sans la trouver de lui et que désormais j'arrêtais
Et je l'ai invité à démissionner parce que je trouve que ce qu'il a fait est complètement indigne de la fonction qu'il occupe dans la diplomatie algérienne. Ça ne concerne pas le Maroc, ça concerne la diplomatie algérienne. C'est d'abord un problème pour les Algériens. C'est pas en rapport avec le Maroc. Il aurait pu dire ça. D'un autre pays, ça aurait été pareil. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une mouche qui l'a piqué, mais en tous les cas, je pense qu'il a fait étalage de la déliquescence des élites politiques algériennes quand elles sont au pouvoir. Akram Khalif, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une déclaration préméditée? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères? Pourquoi est-ce que certains disent pourquoi est-ce que les Marocains ne réagissent pas avec d'autres, comme le département d'État américain par exemple, mais qui réagissent automatiquement lorsque ça vient d'Algérie? Bon, déjà, le ministre des Affaires étrangères a dérapé avec d'autres pays, pas que le Maroc. Oui, il faut le signaler. La Tunisie, l'Égypte et la Libye. Il faut le signaler. Et un peu plus l'Égypte que les autres pays. Et autant dans le cas du Maroc, il a dit une vérité très très relative et partielle, et une vérité de comptoir aussi. Mais il a dit quand même quelque chose qui est admissible. Sans en apporter de preuves et sans l'éthique diplomatique, ça je l'accorde, mais autant je pense qu'il n'aurait pas dû s'attaquer à la Libye et à l'Égypte comme il a fait. Aujourd'hui, moi je comprends que Abdelkader Msahel soit dans une position de guerre froide avec le Maroc, surtout qu'il y a la perspective du sommet Union africaine, le sommet de Côte d'Ivoire exactement, qui va se dérouler en novembre, qu'il y a énormément de tensions en coulisses, qu'il y a des manœuvres pour empêcher la race de figurer parmi les participants à ce sommet. Bon, on comprend qu'il ait eu un coup de sang en la défaveur du Maroc, mais personnellement, je ne comprends pas pourquoi il s'est attaqué à l'Égypte. Arman Ingrachen. D'abord, je pense qu'il y a une éthique diplomatique que tous les diplomates doivent observer nettement. Maintenant, pour ce qui est de la déclaration de Msahel, je pense qu'il a été un peu sous pression. J'étais présent lorsqu'il a fait cette déclaration. Il est évident qu'à chaque fois qu'on parle d'économie, les économistes, les chefs d'entreprise citent les exemples tunisiens et marocains comme étant des exemples de réussite. Les réussites des Marocains et des Tunisiens illustrent parfaitement nos échecs. Là où nous échouons, eux, ils réussissent. Et à chaque fois, dans la salle, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui citaient le Maroc comme étant un bon exemple de réussite. Ça l'a peut-être un peu gêné, d'autant plus que sur d'autres fronts, l'Algérie est en désaccord avec le Maroc. Il a franchi ce pas. Voilà. Mais je pense que, quelle que soit la raison qui l'ait poussé à prononcer de tels propos, ils sont inadmissibles. Donc ça l'a agacé. Hassan Mouali, vous êtes revenu sur cette affaire à travers un éditorial très pertinent sur le temps d'Algérie, le journal que vous dirigez, la diplomatie et le profane. Pour vous, Abdelkader Msahel a été le diplomate et le profane. Est-ce qu'il a été profane, lui qui a plus de 40 ans de diplomatie derrière lui? Tout d'abord, je tiens à dire que, comme tout le monde, j'étais franchement étonné d'entendre les déclarations, les saillies d'Abdelkader Msahel. On n'a pas été habitué, si tu veux, à ce genre de déclarations par les anciens ministres des Affaires étrangères. Si on peut citer le dernier à Ramtan Lamamra, à chaque fois il répondait au Maroc par une petite phrase en disant que le Maroc est partisan de la tension permanente, sa stratégie de la tension permanente. Je crois que c'est intelligent, c'est comme ça qu'on répond. Il y a un langage diplomatique, déjà le mot diplomatique signifie qu'on ne parle pas de la même manière que parlerait un profane, quelqu'un qui ne maîtrise pas. Il s'agit des relations entre États, donc il faut mettre un peu de tact, et de mon point de vue, M. Msahel a manqué de tact ce jour-là, quand on dit que le Maroc
McCain Wallo. Donc il se croyait peut-être qu'il était en famille chez nous, donc il pouvait se permettre. Je rejoins ce qu'a dit notre ami Ingrachen en disant qu'il était sous pression. C'est vrai que les chefs d'entreprise, les membres du FCE, à chaque fois s'appuyaient sur les réussites entre guillemets du Maroc pour dire que l'Algérie a du mal à capter les investissements étrangers. Donc à chaque fois, et à un moment donné, il s'était emporté en disant McCain Wallo, le Maroc McCain Wallo, c'est la drogue et tout ça. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. Un diplomate ne doit pas dire ça de mon point de vue. Maintenant, il y a un événement quand même aujourd'hui même qui confirme que ce n'est pas une, comme l'a dit Hassan, qu'est-ce qui a quelle mouche a piqué Messahel. Moi je dirais qui a aiguillonné Messahel finalement. Quand on entend le Premier ministre Ahmed Yahya soutenir sans réserve son ministre des Affaires étrangères, ça veut dire que c'est prémédité. Et le contraire, ça veut dire que quelque part c'est une stratégie. De ce point de vue-là, peut-être qu'on assiste à un recentrage, une réorientation de la position algérienne, de la stratégie algérienne vis-à-vis du Maroc, en disant que maintenant c'est l'attaque, c'est l'offensive, et on ne va plus encaisser. Je rappelle seulement que le 1er novembre 2013, le Maroc a commis quand même l'irréparable en profanant l'emblème national au consulat d'Algérie à Casablanca, et l'Algérie avait à ce moment-là réagi de manière très très diplomatique. Elle ne s'était pas emportée, elle s'est plainte auprès des Nations Unies sans faire trop de vagues. Mais cette fois-ci, donc absolument rien ne justifie ces déclarations de Messahel, ce qui laisse penser que la diplomatie algérienne peut-être va changer à l'égard du Maroc, parce que comme le dit Akram, il y a beaucoup d'enjeux en Afrique, par rapport au Sahara occidental aussi, donc je pense qu'il y a un changement de temps. De novembre, Hassan Khadi. C'est un ministre qui a été poussé à bout, agacé lors de cette université, parce qu'on n'a pas vu, il faut contextualiser, vous étiez présent, Ammar Ingrachen, apparemment on lui a posé beaucoup de questions sur le doing business, sur le classement d'Algérie, et là, l'homme, en fait, il éclate et il dit ce fameux, le Maroc, il n'y a rien du tout, McEnwell. Il dit surtout, il n'y a que l'Algérie. Il a été poussé à bout, et c'est ce qui l'a certainement poussé à parler des autres pays qui ont des problèmes, notamment l'Égypte, la Tunisie et la Libye. Il a l'air d'assumer ce qu'il a dit. Hein. Il a l'air d'assumer. Comme je l'ai dit, le contexte, il s'adressait pas, il n'était pas à la tribune de l'ONU, hein, il ne discréditait pas le Maroc en face de la communauté internationale. C'était une réunion où il s'adressait quand même à ses compatriotes. Il a été agacé, il a éclaté, il a sorti, il a parlé comme on parlerait chez le coiffeur ou chez. Mais attention, il a dit aussi des chefs d'État africains. J'allais justement. Il a impliqué des chefs d'État. J'allais justement finir sur ça. Le fait qu'il ait assumé, c'est qu'il assume très bien ce qu'il a dit à propos des feedbacks de chefs d'État africains. Et quand on prend le contexte actuel, qui est le début imminent d'une tournée africaine de Mohamed VI, c'est quand même c'est une jolie. Moi, je ne crois pas au virage dans la diplomatie, durcissement vis-à-vis du Maroc algérien. Je ne le crois pas. Moi, je crois effectivement le contexte est très très important. Il ne faut pas qu'on oublie. Il s'agit de la première rencontre entre les chefs d'entreprise et le gouvernement, et on est en contexte de crise. On est à la 3e année du contre-choc pétrolier, on accumule pour la 4e année des déficits budgétaires. Vous avez tous noté, cette année, ça aurait pu être l'image de la semaine, à la fin de l'année, on sera à 85 milliards de réserves de change, de dollars. Donc ça passe de 3 chiffres à 2 chiffres. L'inflation va faire le mouvement inverse. Le contexte est quand même extrêmement tendu de ce point de vue-là. Les chefs d'entreprise attendre qu'est-ce qui va sortir de ce nouveau modèle de croissance où on va diversifier les exportations, et il y a des modèles qu'on évoque, qu'on cite. Voilà, nous on a envie d'être accompagnés en Afrique pour gagner des parts de marché, on a envie de s'ouvrir au tourisme, on a envie qu'Algérie soit performante, qu'Alger soit un hub, etc. Et à chaque fois qu'on cite un sujet, immanquablement, l'exemple, ça ne veut pas dire que le modèle marocain est bon, hein, partout, il a des réussites, de ce point de vue-là, il a des réussites qui viennent sur la table de la discussion. Et moi je pense qu'il y a eu une réaction imbécile du ministre des Affaires étrangères, impuissant de donner des réponses. C'est un peu fort le mot imbécile. Non, c'est une réaction imbécile, parce que face à des réussites, on dit, eux ils ont fait ça, l'Aram taille des croupières à Algérie, elle a fait de Casablanca, qui est décalé à l'ouest de l'Afrique, du Maghreb, le hub de l'Afrique du Nord, c'est inacceptable. Alger devrait être le hub de l'Afrique. Géographiquement, c'est Alger. Le nombre les billets, la trajectoire la plus directe de l'Afrique vers l'Europe passe par Alger. C'est même pas Alger. Le tourisme. Quand on attend des réponses, sur le climat des affaires pour se diversifier, on ne dit pas l'Algérie c'est numéro 1 dans le doing business. On ne dit pas ça. L'Algérie, le classement va sortir dans une semaine
fin octobre de Doing Business, l'Algérie est derrière tous les pays qu'a cité Msahel. C'est une déclaration qui montre que on n'a pas le gouvernement, et alors a fortiori s'il est soutenu par le Premier ministre, il est complètement à côté de la plaque. Il va pas apporter les réponses. Il pense qu'il est le meilleur. Il va pas apporter les réponses. C'est une insulte pour les Algériens, c'est une insulte pour les chefs d'entreprise, et ça veut dire qu'on va dans le mur. Voilà. Moi, je rebondis, j'abonde dans ton sens. La vraie insulte, elle n'a pas été à l'encontre du Maroc, qui est un narco-État, comme je le pense moi, et qu'il est comme le pense le département d'État. La vraie insulte, c'est d'avoir dit ça à des chefs d'entreprise qui voulaient s'en sortir. Ça, c'est une réelle insulte et c'est un réel manque de respect. Et ça prouve aussi que le gouvernement actuel est dans l'impasse et surtout est dans l'incapacité de trouver des solutions. Il a dit, juste un mot pour terminer, en gros, c'était un aveu d'impuissance, c'est-à-dire une économie du cannabis et du recyclage de cannabis fait de toi un agent dynamique, un acteur dynamique de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'une économie du pétrole et de l'énergie, qui est une rente infiniment plus importante, ne te permet pas d'être un acteur sur la scène africaine. C'est une manière d'avouer complètement son impuissance. Hassan Hassan, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on assiste à un recentrage de la politique étrangère algérienne vis-à-vis du Maroc. Ce n'est pas tout à fait... pour moi, c'est pas positif. Il y a des arrière-pensées politiques, en fait. Il y a la présidentielle 2019, il y a toute la situation financière du pays qui inquiète les partis politiques, tout le monde en Algérie. Donc, pour desserrer un petit peu les taux sur les pouvoirs publics, sur le régime, on va dire, parfois, il est de bon ton d'attaquer le Maroc. C'est le meilleur ennemi, on va dire. C'est pour ça que ça peut être une stratégie, attaquer le Maroc et en faire un sujet d'actualité, et on oublie tout le reste. Ça a raison. Généralement, les attaques sont demandées. Du Maroc. Non. Quand l'Algérie s'attaque au Maroc, c'est que les Marocains le voulaient bien et en avaient besoin pour leur politique. Rarement au Maroc. Pour sa politique intérieure. L'Algérie s'attaque rarement au Maroc, justement. C'est le Maroc qui attaque généralement. Hamani Grachen, vous aviez eu le privilège d'être sur place. Il faut rappeler quand même que Msahel, depuis qu'il est à la tête de la diplomatie, il n'a réalisé aucun exploit. C'est un CV pratiquement vide. Il est depuis très peu de temps comme ministre des Affaires étrangères aussi. Il a essuyé un grand échec sur le dossier libyen et là il est acculé. En même temps, le gouvernement est dans l'obligation d'affirmer une certaine autorité face à la crise qui va s'amplifiant. Donc, être sous une telle pression et être en même temps dans l'obligation d'affirmer une certaine autorité, c'est une équation pas très facile à gérer pour un homme qui n'est pas habitué des arènes, des arènes de débat. Parce que, quand même, il faut rappeler que cette déclaration a été faite c'était pas un discours, c'était dans le cadre d'un échange, d'un débat avec les chefs d'entreprise. Ceci dit, il faut quand même être un peu juste. Le Maroc, les autorités marocaines qui se sont effarouchées cette fois-ci sur ces déclarations de il y a eu le sujet de la chaîne de télévision publique à la Une qui était très violent, très violent. Oui, mais eux, ils ont fait pire. Moi, je crois que la profanation de l'emblème national en 2013, c'est le summum de... Mais profané par un Marocain, c'est pas par un Marocain. Mais il n'a même pas été condamné, souviens-toi. Il a été profané le 1er novembre. Condamné puis innocenté tout de suite par le roi. Innocenté, mais c'est les autorités. Il a été soutenu. Moi, je ne suis pas là pour défendre le régime algérien. L'entourage du ministre des Affaires... il faut aussi parler du ministre qui, lui, apparemment assume totalement. D'ailleurs, il n'a pas réagi. Il a refusé de réagir à Msahel. C'est ses conseillers qui sont un peu chargés de briefer les journalistes algériens en disant que ce n'est pas une bourde, que le ministre ne s'est pas trompé, que ce n'est pas la première fois qu'un responsable algérien, pour le ministre des Affaires étrangères et pour son entourage, c'est une tempête qui va passer et qui font beaucoup trop de bruit pour rien. Est-ce que c'est une bonne stratégie, celle de l'après-crise, qui est adoptée aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères ? Khaled, je rappelle encore une fois que monsieur le Premier ministre a assumé ce matin. Parce qu'il a été interrogé. En tant que secrétaire général du RND. Oui, mais il ne faut pas se mentir, c'est le Premier ministre. Donc c'est les hautes autorités du pays, ce qui m'emmène à dire que ce qu'a dit Msahel est assumé en haut lieu. C'est la position du gouvernement algérien. Il a assumé, mais le lendemain, il y a eu le GC... Il a eu presque les mêmes déclarations. Il y a eu le GCFT au CIC qui est
coprésidée par l'Algérie et le Canada, qui a accueilli les plus grands experts de lutte les plus antiterroriste grands experts, et de déradicalisation. un grand officier américain. Bon. Coordinateur pour l'antiterrorisme qui était présent. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et une très belle anecdote, puisqu'il a été interrogé en marge d'une rencontre avec le ministre des Affaires religieuses, ce responsable américain, sur le trafic de drogue par l'État marocain, et le ministre des Affaires religieuses en personne lui a demandé de ne pas répondre à cette question, que ça ne nous regardait pas, les histoires de Maroc et de drogue. D'ailleurs, l'image a fait le buzz. Yassine. Moi, je pense que le problème, incidemment, c'est le Maroc. Le problème, encore une fois, c'est que propose le gouvernement algérien face à la problématique d'aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qu'il propose? Et quand on veut se diversifier son économie, quand on veut attirer plus de touristes, 90% du problème du tourisme, c'est le visa en Algérie. Aujourd'hui, est-ce que vous avez noté quand même, c'est Ouihaya qui le dit le premier, on a fait une remontée dans le parc de lits et d'hôtels en Algérie, l'offre de tourisme et d'accueil, elle a décuplé sur les 10 dernières années. Le visa, tous les partenaires qui font des événements disent le problème, c'est le visa. Y compris les journalistes d'ailleurs. On ne peut pas visiter ce pays. Qui bloque le visa? C'est le DRS et le ministère des Affaires étrangères. Quand le ministre des Affaires étrangères a un peu de tenue, on va dire que c'est lui qui prend la responsabilité. Sinon, c'est un lieutenant du DRS qui va l'empêcher de donner, dans les consulats à l'étranger, de donner le visa. Donc une partie du virage vers l'économie de service que nous devons faire, que nous sommes obligés de faire. Il y avait M. Benbitoun ici la semaine dernière qui dit que c'est terminé, et il a raison, du côté du pétrole, c'est le ministre des Affaires étrangères qui le bloque. Quand on parle de la diversification en Afrique, on a besoin d'acteurs. Peut-être que c'est trop tard pour les banques, que les banques nous accompagnent. Mais il y a d'autres solutions. Un ministre des Affaires étrangères doit nous donner le cap, nous dire oui, je suis prêt, etc., à vous accompagner, à faire ceci, à faire cela. Il va nommer une sorte d'ambassadeur plénipotentiaire des questions économiques. Bon, c'est un pins, on sent bien que c'est un pins, que c'est pas ça qui va régler le problème. Mais on n'insulte pas les modèles vers lesquels on est obligé de regarder pour faire mieux. On ne les insulte pas. Et là, je ne parle pas que du Maroc. Il parle de l'Égypte, je termine sur ça. L'Égypte, en crise depuis le printemps arabe, capte 3,5 fois plus d'IDE que l'Algérie en paix, et stable, autour de Fakhamatohu. Bon, ça, c'est pas normal. Pourquoi il dit que l'Égypte, il y a des problèmes, ça va pas? Il y a 3 fois 5 plus d'investissements directs étrangers en Égypte. Ils attirent beaucoup plus que nous. Il nous explique pourquoi ça se passe comme ça. Mais qui n'insulte pas. C'est une déclaration populiste. Oui, depuis quelques années, l'État algérien parle d'un repositionnement en Afrique. Or, en même temps, il tire à boulet rouge, comme il le fait le ministre, sur des partenaires potentiels. L'Égypte, le Maroc, c'est des partenaires potentiel, et pas que, parce que quand il a dit des chefs d'État m'ont confirmé ce que je suis en train de dire, il dit indirectement que certains États africains sont complices avec le Maroc dans cette histoire de recyclage de l'argent du hashish. C'est une attaque virulente contre ces États. On n'attaque pas des partenaires potentiels, encore moins quand on a envie d'aller vers eux, de se positionner en Afrique. Et quand il dit c'est des chefs d'État africains qui me l'ont dit, on peut penser au dernier chef d'État qu'il a pu rencontrer lors de sa tournée dans les pays d'Afrique noire. 2 petits sujets avant de clore cette première partie. D'abord, que pensez-vous de la réaction d'Ahmedou Yahia? Vous l'avez cité aujourd'hui. Il était l'invité de la radio en tant que secrétaire général du RND. C'était bien précisé. Et il a défendu le ministre en disant qu'il était 100% derrière lui et que si ça émeut le Maroc, eh bien c'est tant mieux ou tant pis. Tant que la perspective de ce gouvernement est de se positionner face au Maroc, je trouve normal qu'il le défende et que Msahel assume. Et je le redis, sur le fond, il a peut-être raison. Mais ça ne dédouane absolument pas le gouvernement actuel de toute l'État. Exactement, ça n'a rien à voir. Et donc, Ouihaya étant chef de ce gouvernement, c'est normal qu'il le défende. C'est le secrétaire général du RND qui s'est exprimé, mais c'est néanmoins le Premier ministre aussi. On sait comment Ahmedou Yahia joue allègrement entre les 2 casquettes. Donc c'est clair, aujourd'hui il a confirmé que l'État algérien soutient le Msahel, alors que beaucoup d'observateurs disaient qu'il était sur la corde raide, qu'il allait être sacrifié au premier remaniement. Et là finalement c'est une tendance lourde apparemment, c'est une stratégie, bonne ou mauvaise. Et ça,
Encore une fois, quand je dis stratégie, c'est pas forcément quelque chose de bien. Quand moi personnellement, ça m'a vraiment choqué. Personnellement, les propos de M. Sahel m'avaient choqué parce que c'est pas comme ça qu'on parle d'un pays, à plus forte raison, un pays voisin. Même si on a des contentieux historiques et tout, mais c'est pas comme ça qu'on parle. S'ils ont une réussite, ce n'est pas de leur faute. Ils ont bossé. Il faut pas convoquer la drogue ou autre chose. Il faut pas leur parler comme ça. Et le mal est en nous. Nous avons une économie qui est en panne, nous avons du mal à capter l'investissement. Hassan a cité beaucoup de freins sur l'investissement, cette histoire de visa, on en parle depuis une quinzaine d'années. Nous sommes un pays très fermé, nous sommes la Corée du Nord en termes de visa, oui, j'aimerais bien parler de cette question de visa. Nous sommes un pays hermétiquement fermé. Oui, mais quand on parle avec des responsables algériens sur les visas, on vous dit qu'on applique le principe de réciprocité. Jamais. Je vais citer un exemple. Nous, les journalistes, le dernier d'entre nous a un visa de 2 ans pour la France, par exemple. Mais un journaliste français pour qu'il vienne en Algérie, il doit galérer 6 mois pour qu'on lui donne peut-être 1 semaine maximum. S'il a la chance d'avoir ce visa, moi personnellement. Et donc quand on n'a pas de visa, on fait un scandale. En tant que journaliste algérien, je suis choqué, je le dis aux collègues français, aux confrères français, je leur dis, j'ai honte quand même. Moi j'ai un visa de 4 ans. En France, et je critique la France, il n'y a pas de souci, mais eux, ils ont du mal à avoir un visa. Alors, et ils nous disent que l'Algérie, c'est un pays ouvert, pas de problème, on peut recevoir même durant les élections, on n'en donne pas beaucoup. Donc nous sommes un pays fermé, aussi bien pour l'investissement. Les opérateurs économiques qui veulent venir s'installer en Algérie, on ne leur donne pas de visa. Nous sommes fermés, nous sommes la Corée du Nord. À un moment donné, c'est un acte de patriotisme que de dénoncer ces pratiques. Et Hassan Radé ? Moi, je voulais juste relever quand même que dans le dernier remaniement, il y a eu quand même une très lourde erreur de casting avec le départ de la Mamra et Ibrahim Sahel à sa place. On voit quand même que la Mamra avait potentiellement la taille pour être à la tête de l'Union africaine. Il avait la taille pour d'avoir le rang d'un chef d'État, parce que quand on est à la tête de l'Union africaine, on est chef d'État. Visiblement, le président Bouteflika n'en voulait pas. Il l'a mis à côté de lui, puis il a zébouillé du poste de ministre des Affaires étrangères. À la place, on a ce comportement de voyou qui nous a déclassés complètement. C'est une très grave erreur de casting de laquelle moi, encore une fois, ici, je revendique des conséquences. C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'on parle, nous. Le Maroc, moi, je suis pour l'autonomie. Je suis pour l'autodétermination du Sahara occidental. Je suis pour le vote. Qu'on s'entende bien. Je suis pour l'autodétermination. Je suis pour que le peuple sahraoui vote, exerce ce droit. S'il choisit de devenir marocain, s'il choisit d'être indépendant, mais la construction de cette solution passe par une diplomatie d'un autre genre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire pression sur le Maroc. On a fait pression pendant 25 ans en fermant la frontière. Ça ne rime à rien du tout. Il faut ouvrir la frontière, développer les liens avec le Maroc et continuer à rester sur la même position sur le Sahara occidental. Si ça, Cheikh Ibn Jid l'avait compris. Bouteflika nous a fait l'inverse. Ils ne peuvent pas ouvrir. Al Jazeera 1, qui est un site internet, donne une information aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle vaut, et j'aimerais avoir votre avis sur le fait que l'entourage et les conseillers du président de la République auraient convoqué M. Msahel et lui auraient fait part de la colère du président de la République d'avoir parlé de cette manière concernant le Maroc. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable que les propos du ministre des Affaires étrangères aient mis en colère le président de la République ? Moi, je pense que c'est envisageable. Je pense que c'est tout à fait envisageable parce que les propos de Msahel sont très graves. C'est inadmissible de la part d'un responsable. Mais le gouvernement étant dans une position de faiblesse, il ne peut pas se désavouer. Il ne peut pas accepter de se désavouer. C'est pourquoi le Premier ministre a apporté son soutien à Msahel. Sinon, il n'y a pas d'autres explications. Un gouvernement qui assume de tels propos, c'est un gouvernement voyou. Il refuse de désavouer Msahel parce que ça va les affaiblir davantage. Akram, comment on explique ? J'y crois pas du tout, parce que un président qui arrive à dégommer un Tebboune quelques mois après son installation pour des histoires d'interprétation de messages et de discours peut tout à fait décider que Msahel n'est plus à sa place comme ministre des Affaires Alors que M. étrangères. Tebboune, j'allais vous dire que M. Msahel est très proche du président, M. Tebboune l'était aussi. Donc je pense que cet article est là pour faire plaisir. Que pensez-vous du fait que l'Égypte, c'est la dernière question, que l'Égypte... Oui. Je note une chose, et d'ailleurs j'invite les gens à lire l'article d'Ignacio Sembrero sur Orient 21, que l'Algérie et le Maroc souffrent du même syndrome, qui est l'absence du chef de l'État.
Lui a fait ses petits calculs. Le monarque marocain était absent du territoire du marocain au niveau de 45% de son emploi du temps sur l'année. C'est énorme. C'est énorme. Et dernièrement, il s'est soigné en France pour un petit bobo, mais réellement bénin à l'œil, qui aurait pu être géré par n'importe quel clinicien marocain. Et il en a profité pour rester, faire sa convalescence, faire ses contrôles là-bas et rater Dmitri Medvedev, par exemple. Donc ça montre un peu le même échec au niveau du sommet du pouvoir dans ces deux pays. Alors que le président tunisien, qui a près de 90 ans, a un emploi du temps quotidien très, très, très chargé. 92 ans. Ils ont même 92 ans. Une dernière question. Absence de réaction de l'Égypte, de la Tunisie et de la Libye, qu'est-ce que vous en pensez? C'est au nom des bonnes relations avec l'Algérie ou comment est-ce qu'on peut interpréter que le gouvernement égyptien n'ait pas réagi à ça? La Libye, c'est pas un État, malheureusement. Et l'Égypte? L'Égypte, ce sont des propos assez importants sur l'Égypte. L'Égypte, c'est un peu loin, et puis il n'a pas dit vraiment des méchancetés sur l'Égypte par rapport au Maroc. Bon, je pense que... Est-ce que l'Algérie aurait accepté? Il a été très caustique vis-à-vis du Maroc. Est-ce que l'Algérie aurait accepté que Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, dise dans une conférence, vous savez, l'Algérie, ils ont du mal à vivre, ils empruntent de l'argent à droite et à gauche. Est-ce que l'Algérie aurait accepté ça? Oui, je pense que oui, parce qu'on a eu des précédents. Je crois que c'est Miss Emirati des Affaires étrangères. On a eu Omdurman, et tout ça. C'est pour ça que je dis que les déclarations de Moussahel sont étonnantes. C'est la première fois qu'on soit offensif comme ça. La diplomatie, on peut parler de doctrine diplomatique en Algérie, il y a au moins des traditions. Des traditions, c'est-à-dire qu'il y a une on sait encaisser. Nos ministres des Affaires étrangères savent encaisser. On ne réagit pas à chaud, mais cette fois-ci, Moussahel, il a vraiment... Ça a fait buzz, mais quelque part. Oui, d'accord. Mais négativement, malheureusement. C'est ça qu'on recherchait. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit... La question qu'on se pose, à qui profite la saillie de Moussahel? À qui profite? Est-ce qu'elle profite au pouvoir parce qu'il y a des problèmes en interne? On va essayer de chercher une victime ailleurs. Le Maroc, c'est notre meilleur ennemi, donc on va pas aller plus de ça, ou alors pour masquer nos échecs économiques, ou alors une nouvelle stratégie tout simplement par rapport au Maroc, par rapport à son déploiement réussi en Afrique, par rapport au Sahara occidental. Il y a beaucoup de questions comme ça, un enchevêtrement de questions qui font que l'Algérie est obligée maintenant de se bouger parce que même la petite phrase de Hamidou Yahya ce matin, quand il dit tant mieux, tant pis, voilà, on assume ce qu'il a dit sur le Maroc, et la réaction du Maroc, c'est 600 tant pis autant. C'est la première fois que j'entends aussi un Premier ministre parler sur ce ton-là. Secrétaire général du RND. Il ne faut pas se leurrer, c'est le Premier ministre qui parle. Le secrétaire général du RND et Premier ministre a déclaré il n'y a pas longtemps la même chose. Il a lié la migration au trafic de drogue, donc je pense que c'est du même niveau de gravité. Ça court dans le même caniveau. Et il a déclaré que la justice algérienne avait été injuste en poursuivant, tel qu'elle l'a fait, donc le grand... Ça, c'est la deuxième partie. Cheikh Khalil, voilà. Et depuis... j'étais pas... Non, parce que je ne l'ai pas entendu défendre Cheikh Khalil au moment où il était attaqué par la justice algérienne. D'accord. Merci à vous tous. On se retrouve dans un tout petit moment pour la deuxième partie du CPP. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique.
Nous sommes en direct, bienvenue à tous nos auditeurs pour la deuxième partie du Café Presse Politique. On reste dans la politique interne après avoir parlé des déclarations du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. On revient d'abord à vous, Amani Grachen, pour un peu faire le lien avec la première partie du Café Presse Politique sur Ahmedou Yahya et l'université du FCE à laquelle vous avez participé ou qui a drainé beaucoup de ministres. Beaucoup de ministres, d'ailleurs beaucoup, c'était leur première intervention depuis leur nomination au mois de mai dernier. Comment peut-on expliquer cette nouvelle lune de miel avec Ahmedou Yahya? Il est dans l'anti-Tebboune, Ahmedou Yahya. Qu'est-ce qu'a été l'essentiel de son discours devant le patronat ce jour-là? Il faut dire d'abord que le FCE a soutenu pratiquement tous les gouvernements depuis sa création. Le gouvernement Yahya d'aujourd'hui ne fait pas exception. Il n'a pas soutenu le gouvernement Tebboune, hein. À l'exception du gouvernement Tebboune qui n'a pas duré 3 mois. Même si au début, Ali Haddad a quand même annoncé son soutien, son réserve au gouvernement Tebboune. Ceci dit, Yahya a dit que son gouvernement va recentrer sa politique économique sur l'entreprise et a quand même lâché du lest. Plusieurs des revendications historiques du FCE sont prises en charge. Selon Yahya, on peut citer par exemple l'accès au foncier industriel. Yahya a annoncé 50 zones industrielles qui vont être mises en place incessamment. Il a annoncé l'ouverture du transport aérien maritime au privé national. C'est aussi une des revendications phares du FCE pendant une certaine période. Il a annoncé des exonérations, etc., au profit des entreprises qui activent dans qui productrices. Donc, il y a quelques éléments qui peuvent permettre à une entreprise qui est nécessairement pragmatique à présenter pour soutenir le gouvernement. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense que non, parce que c'est de réformes structurelles profondes que nous avons besoin, alors que ce que propose Yahya, c'est surtout des mesures très conjoncturelles et sans grand apport à l'économie. Yahya, le protectionniste qui se met au libéralisme, Ahmedou Hassan Qadi. Yahya a été tout en même temps. Hein. Enfin, il a été protectionniste et libéral. Yahya a mis en place le plan d'ajustement structurel entre 1996 et 1998, dont la principale mesure était l'ouverture du commerce extérieur. Donc, et puis, il a été l'auteur de 49-51. Il a des antécédents. Il a des antécédents. Donc, en fait, la logique aujourd'hui, ce qu'on peut noter de nouveau, c'est que la démarche d'Ahmedou Yahya est aujourd'hui une démarche qui essaie de construire, de trouver des passerelles et des alliances. Tebboune avait choisi d'affronter une partie du FCE, enfin, notamment son président et son entourage. Ahmedou Yahya fait l'inverse. Pour lui, il avait déjà dit, les oligarques font partie il a même dit on devrait en avoir beaucoup plus pour pouvoir développer l'économie, etc. Donc il assume et il avance dans cette direction. Après, c'est vrai que c'est une alliance extrêmement fragile parce que dans le même mouvement, il y a des mesures coercitives. Il y a cette disposition de la Banque d'Algérie qui oblige les importateurs, pour vendre en l'État, à domicilier des montants beaucoup plus importants, qui a gêné une partie du FCE. Et il y a des mesures aussi au niveau de la pression fiscale qui sont plus importantes. On ne les cite pas. Il y a une pression fiscale plus forte sur les chefs d'entreprise. Hein. Quand on fait le bilan, il y a l'impôt sur la fortune. Bon, on se demande un peu où est-ce que ça va aller. Ça n'a pas l'air d'être très sérieux. Il s'avère que c'est une remise à jour de l'impôt sur le patrimoine qui existait du temps de Bled Abslam. C'est lui qui l'avait introduit en 93, mais il n'a jamais été levé, donc rendement zéro. Peut-être qu'aujourd'hui on va commencer à le faire. Il y a une pression plus forte du côté de la fiscalité sur les dividendes qui passe de 10 à 15%. Donc les chefs d'entreprise qui font du bénéfice vont devoir payer plus quand ils touchent ces bénéfices-là dans leur entreprise. Et quand on met bout à bout toutes les mesures, c'est plutôt une plus forte pression sur les chefs d'entreprise. De ce point de vue-là, M. Abdesmad, vice-président du FCE, qui est venu ici défendre le bilan de cette université, l'a admis à demi-mot. Maintenant, ce qu'il donne de l'autre côté, très vite, c'est du plan de charge pour les entreprises du PTP. Et peut-être que c'est en définitive la seule mesure palpable, concrète, obtenue. J'ajoute, c'est une mesure de l'ancienne économie, c'est une mesure
de l'économie du modèle de croissance dont on voulait sortir. Est-ce que c'est bon pour l'économie, cette lune de miel? Je veux juste ajouter un point. C'est vrai que Yahya a dit que dans le bâtiment particulièrement, l'appel d'offres international sera une exception. Mais je pense que l'apport de la politique qu'il propose est surtout en termes de liberté d'entreprendre. Yahya a promis de lever les barrières qui empêchent les entreprises d'investir, d'entreprendre. C'est ce qui intéresse principalement les chefs d'entreprise. Pour ce qui est des mesures, j'ai dit que c'est faible, c'est pas important comme mesure. Mais c'est surtout cette liberté qu'il leur accorde qui importe pour les chefs d'entreprise. Il y a aussi la relation, moi je veux le noter, ça n'a un peu rien à voir avec de l'actualité, il y a la relation politique entre le FCE et le gouvernement, qui est passée par 3 étapes. On a vu le FCE devenir un gouvernement économique bis ou un méga think tank qui travaillait pour Sellal. On a vu le FCE se transformer en croque-mitaine pour le gouvernement Tebboune. Je ne suis pas certain qu'il reprenne ni sa première forme, ni sa seconde forme avec Yahya, qui a plus tendance à vouloir rassembler, plutôt centraliser ces prérogatives-là à son niveau. Donc, est-ce que cette fois, le FCE ne va pas faire son rôle d'organisation patronale et peut-être de think tank positif un instrument qui suggérerait des solutions économiques au Premier ministre? Moi j'ai une lecture politique plutôt. Je pense qu'on ne peut pas aborder les aspects économiques de cette université d'été, ces résultats, en faisant abstraction du contexte politique. Il y a une présidentielle dans un peu plus d'une année. Le pouvoir a tout intérêt à ressouder ses forces. Donc, sous Tebboune, il y avait une fracture entre les hommes d'affaires, donc le FCE et l'ex-premier ministre. On a nommé Yahya, il a rétabli les ponts avec les patrons. Je pense que ça va continuer comme ça. Il n'est pas fragile du tout. Moi, je pense qu'il n'est pas fragile. Ça va être une alliance, entre guillemets, une alliance qui, avec l'UGTA, bien sûr, qui va porter le 5e mandat ou alors le premier mandat de quelqu'un qui sera adoubé par le régime. Je pense que c'est une alliance politique avant tout. Vous avez parlé de fracture qui n'existe plus, selon vous, entre le gouvernement et le patronat, mais cette fracture, apparemment, elle existe toujours entre le FLN et le RND. Aujourd'hui, le secrétaire général du RND, Ahmedou Yahya, s'est prononcé et n'a pas manqué un peu de tacler les anciennes décisions qui ont été prises, notamment en 2015. Il a défendu Cheikh Ibrahil en disant que Cheikh Ibrahil a été victime d'injustice, donc lorsqu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui. Quelques minutes plus tard, c'est le secrétaire général du RND qui lui répond en disant « Je fais confiance à la justice de mon pays ». Est-ce qu'on s'attend à une bataille rangée entre les deux parties aujourd'hui ? Moi, je pense Ould Abbas, pour moi, c'est un objet politique non identifié. C'est quelqu'un c'est pas un homme politique à proprement parler. C'est quelqu'un qui n'est informé de rien. La veille du limogeage de Tebboune, un ami a discuté avec lui. Il lui a dit, apparemment, il va y avoir un nouveau Premier ministre. Monsieur Sellal sera limogé. Il lui dit non, jamais. Il a toujours la confiance du président et du FLN. Le lendemain, on sait ce qui s'était passé finalement. Sellal a été relevé de Tebboune. Cela a été relevé et Tebboune a été placé Premier ministre. Donc, le type, il est complètement en dehors de la sphère décisionnelle. Moi, je pense que Ould Abbas, c'est Madame Soleil. Il ne sait absolument rien. Aujourd'hui, il nous étonne encore en critiquant une déclaration du Premier ministre Ahmedou Yahya par rapport à Cheikh Ibrahil, le soutien. Il dit qu'il a été victime d'une instrumentalisation de la justice. J'observe seulement je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'Ahmedou Yahya tient ces paroles-là. Il y a 1 année et demie à peu près, on lui a posé la question sur la chaîne Nahar, si vous vous souvenez. Il avait défendu Ahmedou Yahya. Il était Cheikh Ibrahil. À l'époque, il était de bon temps de soutenir Cheikh Ibrahil pour revenir aux premières loges, et Ahmedou Yahya, il était à l'écart. Donc aujourd'hui, il réitère encore son soutien à Cheikh Ibrahil. Moi, je peux faire une petite lecture que Cheikh Ibrahil, peut-être c'est un bon cheval, je ne sais pas, peut-être c'est un bon cheval pour 2019, pour occuper un poste, pour revenir... Même avant, absolument. Donc Yahya, il sait ce qu'il dit, il calcule ses coûts.
Quant à Ould Abbas, je pense que c'est une assurance tout risque de l'avoir comme secrétaire général du FLN. Il ne peut pas tenter le diable, c'est pas quelqu'un qui a de l'ambition, il est là parce que il soutient le président, il adore, voilà, donc c'est un homme qui ne risque pas de provoquer des vagues. Mais Cheikh Ibrahim, je pense qu'il revient petit à petit. Yassine, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire? Moi, j'ai posé la question à M. Salahdine Besmed, qui a présenté avec brio, c'est l'expression qu'il a utilisée pour la présentation du bilan du gouvernement, de l'action du gouvernement par Ahmedou Yahya. Donc, je lui rends l'appareil. Il a présenté avec brio ce qu'a recueilli le FCE auprès du gouvernement. Et à la fin, je lui ai posé la question de savoir si on a les préélectorales, comme le FCE nous avait habitués, est-ce que le FCE allait nous appeler à voter Ahmedou Yahya pour la présidentielle prochaine. Évidemment, il était très gêné et très réservé sur la question. Mais quand je dis que l'accord, cette lune de miel est fragile, je pense effectivement aux tensions qui vont naître par rapport à cette question de savoir est-ce qu'on fait un 5e mandat, est-ce qu'on désigne quelqu'un d'autre du clan présidentiel, est-ce qu'Ahmedou Yahya va y aller, il en meurt d'envie, même si je trouve qu'il n'arrive pas à l'assumer comme il le faut, mais il essaie de naviguer pour pouvoir être dans la course. Ça peut fissurer cet accord entre le FCE et le gouvernement. Non, ce que je voulais dire, Hassan, tu sais très bien que le 5e mandat, ou alors la personne qui va remplacer le président de la République, éventuellement président Bouteflika en 2019, le FCE va le soutenir, c'est clair. Si il est adoubé, la personne qui est adoubée par le système, si c'est le 5e mandat de Bouteflika, on n'en parle plus, c'est bon, c'est acté. Si c'est une autre personne, aussi bien Ouyahia que le FCE vont signer. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir de vagues, ils vont s'entendre. Et l'option Ouyahia pour 2019, c'est une bonne option? C'est la moins pire ou... C'est une provocation. Vous verrez qui à la place en 2019? Moi, si vous me posez la question, moi, je vais vous le dire. Je suis pour que l'opposition de Zeralda et plus, parce qu'il y a matière à inclure d'autres acteurs, dégage un candidat unique dès le premier tour. Donc un candidat qu'on connaît parmi cette opposition. Ou une autre personne consensuelle, mais aller au premier tour pour que pour la première fois, depuis qu'on est supposé faire des élections pluralistes pour les présidentielles, il puisse y avoir un deuxième tour. Voilà. C'est ce que propose Boukoura. Moi, je pense que dans l'absolu, il ne faut pas voir d'un mauvais œil la lune de miel entre les hommes d'affaires et les gouvernements, parce que les hommes d'affaires, quels qu'ils soient, à mon avis, ils doivent être vus d'un bon œil, parce que ce sont eux qui font l'économie, ce sont eux qui construisent l'avenir. Les juger moralement, moi je pense que c'est pas une bonne chose du tout, d'autant plus que traditionnellement chez nous, les hommes d'affaires sont très peu légitimes, ils luttent quotidiennement pour prouver leur légitimité vis-à-vis de l'opinion. Alors là, les charger davantage, je pense que c'est le plus mauvais chemin, ça ne rend service à personne. Donc que ce soit les gens du FCE ou les autres, il faut toujours faire de sorte que les hommes d'affaires ne soient pas diabolisés. Maintenant, est-ce que l'alliance gouvernement-FCE actuelle, sachant que le FCE ne représente pas tous les hommes d'affaires algériens, moi je pense que ça va de soi. Le capital est naturellement lâche. Tous les capitaux sont naturellement lâches, donc ils courent derrière les compromis. Tant mieux pour les gens du FCE qui arrivent à trouver des compromis qui les arrangent. Maintenant, est-ce que les compromis qui arrangent le FCE arrangent tous les Algériens? La question reste posée. Mais à mon avis, il ne faut absolument pas les diaboliser. Discuter politiquement l'option Ouyahia, oui, Ouyahia pour moi c'est pas du tout un bon candidat. Je l'ai dit tout à l'heure en coulisses, c'est le seul homme sur la planète capable de donner du vertige à une girouette. Alors qui serait un bon candidat pour 2019? Un candidat libéral pour moi. Un candidat qui assumerait un choc libéral serait le bon candidat. Est-ce qu'il est de l'opposition ou non? Je m'en fous. Personnellement, je ne suis pas trop sur ces questions. Il faut qu'il assume un programme libéral sérieux et engagé, et qu'il soit engagé sur le moyen terme. Akram Khalif, pour 2019, comment est-ce que vous voyez la politique d'ici là? Il a un candidat, c'est Medvedev, lui. Après 2 mandats de Poutine, il y aura certainement le retour de Medvedev, ça c'est clair et net. On le sait déjà. Non, et pour l'Algérie?
J'ai déjà beaucoup de mal, malheureusement, à croire que 2019 se passera bien déjà. C'est ma plus grosse crainte. Ma crainte, c'est que cette année-là se passe bien. Après... On peut avoir peur de ce qui peut se passer d'ici là, 2019 Je pense pas. Ou est-ce qu'on va gérer le statu quo jusqu'en 2019 C'est un statu quo. Si les choses continuent comme ça, je pense que le président va postuler à un 5e mandat ou à un premier mandat. Il va rester aussi longtemps qu'il sera en vie. Je pense qu'il va rester. Un consensus, encore une fois, semble se décider en haut lieu. Quand on suit les déclarations des uns et des autres, tout s'accorde à dire que le président Bouteflika pourrait éventuellement rester encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin un mandat. Donc je pense que il n'y a pas d'autres conditions. Même Ouihia, il a du mal à se démarquer du fait qu'il soit déjà Premier ministre et presque il s'exclut. Il a été envoyé au charbon. Donc, quelque part, lui-même, il dit que je ne serai jamais candidat contre le président Bouteflika. Et si le président Bouteflika voudrait rester encore un mandat rempilé, donc Ouihia, il s'exclut. Il va se contenter d'un strapontin de Premier ministre ou alors rester dans les hautes sphères. Mais sinon, en termes de candidats comme ça, à part quelques-uns de l'opposition qui n'ont pas malheureusement le poids, il y a des personnalités. Personnellement, si tu me demandais lequel tu verrais comme ça, comme quelqu'un de consensuel, je pense à Lamamra par exemple. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour ce bonhomme, pour ce qu'il a fait aux affaires étrangères. C'est quelqu'un c'est un homme d'État. Il a ajouté une piqûre de testostérone. Absolument. Mais c'est un homme d'État. En dehors de Lamamra, personnellement, je vois personne. Yassine, les responsables de la Banque mondiale au niveau à Washington ont reconnu le fait que le gouvernement algérien avec Assed Ahmed Yahya avait décidé en quelque sorte d'ajourner les décisions, les grandes décisions impopulaires pour l'après 2019. Ça veut dire que le Premier ministre actuel, aujourd'hui, est déterminé à gérer le pays jusqu'en 2019 sans décision impopulaire majeure. Est-ce que ce n'est pas pour lui une manière de un peu préserver son image en prévision de l'élection présidentielle? On est complètement dans le consensus mou qui permet d'aller sans grande embarde d'ici à l'élection présidentielle. Et c'est les lignes rouges du président qui font que ça se passe comme ça. Maintenant, à qui ça va profiter? Au président Bouteflika ou à Ouihia? On ne sait pas. Ahmed Ben Mitoul ici a dit que ça allait tomber sur le coin de la gueule de l'opposition qui va reprendre le relais, et la gouvernance difficile, ça sera pour ceux qui viendront après. 2019. Merci à vous tous d'avoir été les invités du Café Presse Politique. Merci Hassan Mouali, directeur du Temps d'Algérie. Merci Hassan Qadi. Merci Amani Grachel. Merci Akram Khalif. Merci à nos auditeurs et à toute l'équipe qui réalise cette émission. On se retrouve mercredi prochain, 18h en direct. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.